l'absence du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la première ministre Judith Suminwa a lancé ce vendredi 2 août la journée nationale du génocide congolais pour le gain économique à Kisangani, capitale de la province de la Chopo. Cette journée vise à rendre hommage aux 12 millions de Congolais victimes des atrocités perpétrées dans cette partie du pays. Et puis, l'élection au bureau définitif du Sénat est reportée sine die. L'absence du consensus au niveau de famille politique serait la cause majeure du blocage de la machine pour l'organisation de cette élection. Mesdames et messieurs, voilà les différents sujets qui feront l'objet de votre émission Géopresse que j'ai le réel plaisir de vous présenter. Je ne suis pas seul sur ces plateaux, j'ai reçois de journalistes, j'ai à ma gauche, donc à votre droite, dans mon mat, journaliste au groupe de presse Géopolis Forum, que je salue. Bonsoir dans mon mat. Bonsoir Jojo Moulamba. Merci d'être là. À ma droite, donc à votre gauche, j'ai Patrick Ilunga, également journaliste au groupe de presse Géopolis Forum. Bonsoir Patrick. Bonsoir Jojo Moulamba, bonsoir également à tous nos téléspectateurs. C'est un réel plaisir de te revoir sur ces plateaux des Géopresse. Et puis à l'extrême gauche, donc à l'extrême droite, il y a Théodore Ngandou. Également journaliste au groupe de presse Géopolis Forum. Bonsoir Théodore. Bonsoir Jojo Moulamba et bonsoir également à tous nos téléspectateurs, les téléspectateurs fidèles de Géopolis. Voilà, on va commencer cette émission, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons lire quelques journaux parus le vendredi 2 août à Kinshasa. Parti pour la revue de presse de ce vendredi 2 août 2024. Géopolis, on commence avec Géopolis Hebdo qui titre à sa une « Élection du bureau définitif du Sénat, l'absence du consensus au niveau de famille politique bloque la machine ». D'après l'auteur de l'article, le bureau provisoire du Sénat constate qu'à ce jour, aucun rapport provenant des dites familles politiques n'est lui parvenu. À cet effet, il se trouve en difficulté de recevoir les candidatures au bureau définitif à la date indiquée par le calendrier. Par conséquent, poursuit le journal, les dépôts de candidatures est reporté à une date ultérieure et c'est en attendant que le famille politique lève le préalable lié à la répartition de postes conformément à l'article 26 alinéa 3 du règlement intérieur précité. Dans un autre chapitre, Forum des As parle de Génocoste, Fachi aux soins médicaux, Suminwa à Kisangani pour commémorer les affres de la ville martyre. Ici, dans ce journal de la 11e rue, l'auteur de l'article note que la commémoration de cette journée porte une double symbolique. Il s'agit d'une part de rendre un hommage mérité à nos 12 millions de morts, réaffirmant la dignité et la valeur de chaque vie perdue dans ces tragédies, et d'autre part de faire un plaidoyer pour une reconnaissance officielle du génocide congolais, une étape cruciale pour la justice et la réconciliation, appelant à une prise de conscience tant nationale qu'internationale et à des actions concrètes pour prévenir de telles horreurs à l'avenir, renseigne un communiqué de presse et Fonarev. Et puis avec EcoNews, on peut noter sur sa une le FCC, le présumé attaque de la résidence GLM de Joseph Kabila. Le FCC se déchaîne, le MLC tempère, l'UDPS relativise. Ici, l'auteur de l'article note que la réaction de membres du Front commun pour le Congo n'a pas tardé. Dans un communiqué enflammé, la famille Kabila a dénoncé ce qu'elle qualifie d'énième provocation du régime en place, accusant la majorité actuelle d'entretenir une milice sous les noms de forces du progrès. En réponse
Augustin Kabouya, le secrétaire général de l'UDPS, a catégoriquement rejeté ces accusations, affirmant qu'il n'y avait aucune connaissance des individus capturés après les incidents survenus à la résidence GLM. D'autre part, le mouvement de libération du Congo a pris la défense de son président Jean-Pierre Bemba, à qui Marie-Olive Lembe attribue un rôle de commanditaire de l'attaque. Le MLC a ainsi exprimé son désaccord avec les accusations portées contre Jean-Pierre Bemba, tout en relançant le mystère autour de l'incident, en précisant: à ce stade, aucune information avérée n'indique que cette résidence ait été attaquée. Voilà, c'est tout pour cette revue de presse. Voilà, la revue de presse ainsi faite, nous allons passer maintenant à l'analyse de différents sujets qui ont été annoncés au début de cette émission. Dans mon match, je vais commencer avec vous. La première ministre, Judith Suminwa, a lancé les activités de commémoration des Génocost ce vendredi 2 août à Kisangani, capitale de la province de la Chopo. Vous avez suivi cette actualité. Quel sentiment avez-vous aujourd'hui de voir la République démocratique du Congo célébrer pour la deuxième fois, puisque la commémoration de cette journée a été lancée en 2023 par le président de la République. Cette fois-ci, c'est la première ministre qui a lancé cette journée. Quel sentiment avez-vous de voir le Congolais rendre hommage à 12 millions de morts qui semblent être oubliés par les autres pays du monde? Merci Jojo pour la question. Avant d'y répondre, permettez-moi d'ajouter un petit complément d'information sur ce que nous venons de suivre à propos de la prétendue attaque de la résidence de l'ancien président Joseph Kabila. Il faut noter que parmi les assaillants, il y a eu des arrestations et ces arrestations ont permis à ce que la police puisse retracer le lieu de provenance de ces personnes qui, il faut les souligner ici, étaient allées pour attaquer plutôt une autre résidence. Ça c'est connu, ça a été dit. Et dans une descente effectuée les jeudis à Gramalik, nous sommes dans la commune de Ngaliema, la police a pu mettre la main sur une centaine de gens qui s'y présenteraient, qui se réclameraient comme étant de la force du progrès. Et au-delà de personnes arrêtées, il y a eu également des armes blanches qui ont été saisies. On parlait de 100 machettes. Oui, une centaine de machettes également, ce qui démontre d'ailleurs la nature violente de ces groupes. Et donc, c'est juste la petite information qu'il fallait ajouter à la revue de presse qui vient d'être lue tout à l'heure. Alors, pour revenir à votre question, les Génocost. Les Génocost, là encore, je dois, pour certaines personnes qui nous suivent, il faut rappeler que Génocost, c'est au fait la contraction du mot génocide et coup. C'est là pour mettre l'accent sur la nature la nature économique de ces génocides qu'a subi la RDC. Et aujourd'hui, c'est quelque chose de très important que de se rappeler de nos morts. Et effectivement, remarquez, pendant une trentaine d'années, en commençant par nous-mêmes, nous avons presque oublié des gens qui ont été tués, massacrés par des troupes venues de l'étranger sous notre sol, comme si de rien n'était. Et donc c'était très important d'abord pour nous-mêmes de commencer à nous souvenir de ce génocide de façon officielle et après amener le monde entier, comme aujourd'hui on reconnaît la Shoah, comme on reconnaît aujourd'hui les génocides des Tutsis. C'est donc important pour nous aujourd'hui d'écrire cette histoire et de la faire connaître au monde entier pour que au finish qu'il y ait justice et surtout réparation. Il y a eu, on l'a vu dans ces pays, des gens qui ont été, des femmes qui ont été violées,
des gens qui ont été tués, enterrés vivants. On parle d'ailleurs d'une famille de 8 membres qui ont été enterrés dans une fosse commune. Il y a un des survivants d'ailleurs qui était avec la première ministre. Oui, oui, oui. Il y a en fait plusieurs massacres dans notre pays, surtout pendant la période déjà, pas surtout, mais déjà pendant la période des 1900, de l'été août 1998, parce que c'est là que la deuxième, la guerre, la première guerre, celle qu'on appelle la guerre, la grande guerre africaine, s'est déclenchée, engageant 9 pays, le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, des agresseurs, aux côtés, en face de la RDC, soutenue par l'Angola, le Zimbabwe et la Namibie. Et donc, il y a eu plusieurs massacres dès ces jours-là. On se rappellera des massacres de Kakobola, de Mwenga, et j'en passe. Et donc, aujourd'hui, je crois que le Congolais commence de plus en plus à prendre conscience de maux qu'ils subissent pour avoir été hospitaliers. Pour avoir ouvert nos frontières gentiment aux gens qui étaient dans une situation de détresse. Et voilà ce que nous connaissons aujourd'hui. En fait, les génocides congolais, oui, je vais finir par là, c'est ce qui ne devait pas être le cas. C'est une conséquence d'un autre génocide. Et ce qui est curieux, c'est que le premier génocide qui a fait moins de morts que le deuxième, qui est la conséquence du premier, on n'en parle presque pas. Et donc c'est vraiment important pour nous de marquer cette journée et d'en parler avec force partout où nous sommes, avec tous les moyens que nous disposons. Patrick Ilunga, il est aujourd'hui important de parler avec force de ces génocides, de rendre hommage aux 12 millions de Congolais qui semblent être oubliés. Est-ce qu'il était vraiment nécessaire aujourd'hui, ou il est aujourd'hui nécessaire de rendre hommage? Je pense qu'il est plus que nécessaire de rendre hommage parce que le travail qui est en train d'être fait aujourd'hui, je crois que si nous remontons il y a 10 ans, on ne le faisait pas forcément. Il y en a qui en parlaient juste de manière, on va dire, individuelle, mais on ne sentait pas qu'il y avait une politique de communication pour parler des nos morts. On a même appris que c'est la plateforme CAPI qui est à l'origine de cette initiative. Oui, mais l'administration Tshisekedi a pris le relais. C'est ça le problème avec nous. Il faut qu'il y ait des gens qui pensent Congo. Ça doit être d'abord les dirigeants, parce qu'eux, ils sont payés pour ça, ils sont là pour ça. Je pense que le travail qui est fait, c'est un bon travail, mais simplement, j'ai l'impression que c'est fait à l'intention de ce qu'on appelle la communauté internationale. Pour les nations occidentales, tout ça, il faut communiquer, il faut marteler pour qu'ils se souviennent ou bien qu'ils se rendent compte de ce que nous vivons, nous, en tant que Congolais. C'est bien. Mais ce n'est qu'une partie du travail, parce que moi, je pense que l'essentiel du travail, c'est l'opinion nationale. L'opinion nationale, quand je parle de l'opinion nationale, je pense aussi à mon enfant qui a 1 année. Il faut qu'il y ait un programme d'éducation, parce que le travail de mémoire, ça doit se perpétuer dans, je crois qu'à plusieurs générations. Il faut qu'il y ait un travail d'un programme fait par des historiens pour enseigner à nos enfants. Donc il faut aussi enseigner, intégrer dans le programme éducatif congolais. Enseigner à nos enfants. Combien d'entre nous ici peuvent expliquer, nous sommes journalistes, je parle de Congolais, hein, combien d'entre les Congolais qui peuvent expliquer d'abord ce qui s'est passé avec le roi Léopold II? Pas beaucoup. Si vous tombez sur un article, par exemple, de Jeune Afrique, je l'avoue, même moi, journaliste, parfois je dis, oh tiens, c'était horrible. Hein? Mais imaginez maintenant le Congolais lambda qui n'est pas au contact avec l'information tous les jours. Donc je pense que le travail... Ce sont de faits qu'on n'a pas appris à l'école, le roi Léopold II. C'est juste par curiosité, en tant que journaliste, on s'ouvre à ça, on commence à... Napoléon, tout ça. Voilà. Et je pense que le roi Léopold, à l'époque, c'était dénoncé, c'était écrit, mais pas forcément enseigné dans nos écoles. Dans les écoles, on a appris le Charlemagne, on a appris beaucoup de choses. Mais l'histoire en tant que telle, parce qu'on doit être imprégné de notre histoire, n'est-ce pas? Pas seulement pour le besoin de perpétuer la mémoire, mais aussi pour se dire que, on va dire ce que j'appelle le plus jamais ça. Il faut que même nos enfants, même les générations futures apprennent ça à l'école,
que voilà, notre nation a vécu ça, ça, ça. Parce que les grandes souffrances des nations, les grands événements, c'est ça qui crée le ciment d'une nation. Voyez-vous, il faut que un enfant qui est tué, par exemple, à Kanyabayonga, ou bien un enfant qui pleure à Rutshuru, cela doit créer l'empathie, même en Ngandajika. Il ne faut pas qu'ici à Kinshasa, ou bien ailleurs, les gens pensent que non, c'est la question de l'Est. Non, c'est la question congolaise. Non, mais on constate quand même à Kinshasa une attitude un peu de deuil aussi aujourd'hui. Oui, mais c'est qui? C'est les gens qui suivent un peu poser la question à nos sœurs. Poser la question à nos sœurs. Parlez-nous, par exemple, du génocide du Congo. Elles ne vont pas pouvoir placer un seul mot. Pourtant, c'est des questions qu'on est censé vivre dans notre chair. Moi, je pense que le travail d'éducation dans les écoles est très important pour perpétuer la mémoire. Faut pas simplement vouloir émouvoir la France, les États-Unis. On dit que non, vous vous taisez. Non, le problème, c'est nous-mêmes d'abord. Parce que c'est vrai que on va remonter jusqu'à 1994 où le génocide rwandais s'est répercuté sur nous parce qu'on a eu la gentillesse d'ouvrir les frontières. Oui. À l'époque, le président Mobutu l'a utilisé politiquement aussi parce qu'il voulait se refaire une publicité au niveau international. Mais au-delà du fait qu'il y a eu des troupes étrangères, ou bien il y a eu des gens civils et armés qui sont entrés ici et ça nous a créé des problèmes. Mais il y a aussi nos compatriotes à nous. Voyez-vous, les Emma et les Lendu se tuent aussi. Voyez-vous, parce que génocide, c'est quoi? C'est quand quelqu'un vise on va dire, une communauté ethnique, bien sur base de croyances, sur base de telles convictions. Ça se fait aussi beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, on dit par exemple les tueries des supposés ADF, hein, présumés ADF. Ça fait 10 ans depuis 2014, c'est presque quotidien. Ça aussi, on doit en parler. Donc, au-delà du fait d'indexer les autres, nous aussi, on doit se regarder en face pour dire que oui. On a failli sur beaucoup de choses. Alors, aujourd'hui, on soulève l'opinion nationale pour dire que ce qu'on a vécu, on ne doit plus jamais le revivre, bien que ça continue. On doit mettre fin à cela. Théodore Ngandou, plus jamais 12 millions de morts, plus jamais de morts, plus jamais de conflits qui sont à l'origine de massacres, qui sont à l'origine de la terreur en République démocratique du Congo. Oui, avant de répondre à votre question, de savoir qui sont à l'origine de ces massacres, aujourd'hui tout le monde le sait, ils peuvent identifier facilement tous ceux qui sont à l'origine de ces génocides qu'on célèbre aujourd'hui. D'abord, je voudrais ici mentionner la symbolique même. La symbolique est forte parce que consacrer toute une journée sur les génocides congolais, pour les gains économiques. Voilà, c'est déjà, d'abord, c'est même spécifié, parce que les gens peuvent croire que on tue à l'est de la République démocratique du Congo en vain. Non. Les tueurs, les génocideurs ont une visée. Et cette visée est purement économique. C'est-à-dire arriver à fragiliser l'Est de la République démocratique du Congo, rendre ses frontières fragiles, y pénétrer facilement et faire leur sale besogne d'exploiter frauduleusement, d'exploiter de manière illégale nos ressources. C'est ça d'abord la visée. Et tous les moyens sont bons pourvu que ces agresseurs-là atteignent leurs objectifs. Ils peuvent tuer toute une communauté. Aujourd'hui, on parle de 12 millions de morts. Pour moi, les génocides aujourd'hui, tel qu'il est commémoré, sur le plan de la communication, c'est déjà une avancée. Il faut intensifier cette communication sur les génocides. Il faut faire en sorte que ça puisse avoir l'adhésion populaire. Parce qu'aujourd'hui, même quand Patrick a raison de le souligner, aujourd'hui quand vous vous promenez sur les rues de Kinshasa, seule une certaine classe sociale arrive à intérioriser les génocides. Vous n'allez pas me dire que dans les coins périphériques de la capitale d'abord, commençons même par la capitale,
Il y a des gens qui ont intériorisé cet aspect. Les gens vous demandent le ferré à Nini. Ferré à Nini, bon, maman, on va que ça, la naïs, à Nini. Vous voyez un peu ça? Il faut, à côté de cette communication qui est déjà déclenchée, pour montrer d'abord, parce que l'idéal ici, c'est quoi? C'est arriver d'abord à montrer à la face du monde, à la communauté internationale, que les Congolais eux-mêmes prennent conscience de ce qui leur arrive. Ils ne sont plus distraits. Ils comprennent que ce qui nous arrive devient de plus en plus désastreux. Et il faut maintenant s'attaquer à ça. Mais aussi, aujourd'hui, Théodore, enterrer l'âge de guerre, comme vient de le dire Patrick, entre nous Congolais aussi. Entre nous, moi j'ai toujours dit qu'il n'y a pas vraiment de problème. On peut se réunir, on peut dialoguer, on peut parler entre nous. Mais tant que l'ennemi ne cessera d'user de cette stratégie même de nous infiltrer, parce que l'ennemi aujourd'hui peut nous infiltrer, on vous infiltre, on vous divise. Parce qu'on a toujours dit diviser pour mieux régner. Connaissant que la faiblesse des Congolais, ils s'entre-déchirent, ils s'attaquent entre eux-mêmes, on les infiltre, on intensifie, cette division-là. Alors, il faut intensifier la communication qui est déjà faite par rapport avec les génocostes, mais au-delà de ça, réformer notre système éducatif. Allez-y au Rwanda aujourd'hui, même quand on parle du génocide rwandais depuis 1994, le génocide rwandais est sensibilisé, est étudié même à l'école. À l'école primaire. Il est même devenu un fonds de commerce. Voilà. Alors, attirons l'attention de la communauté internationale. C'est la première approche. Attirer l'attention de la communauté internationale sur tout ce qui est arrivé au pays, en République démocratique du Congo, les 12 millions de morts. Intensifier la communication sur ça, c'est un pas, c'est une étape qui vient d'être franchie, mais il faut amener cette communauté internationale, parce que tout récemment, à l'ancien gouvernement Sama Lukonde, la ministre d'État avait saisi la Cour pénale internationale, la justice internationale, avec une plainte formelle déposée au niveau des instances internationales contre le Rwanda. Le Rwanda a été pointé et une plainte a été déposée. Mais qu'à travers les génocostes aujourd'hui, il faut, à côté de ça, activer ou qu'est-ce que je peux dire? Il faut beaucoup plus accélérer avec la démarche en rapport avec la justice internationale pour qu'au finish, que ça ne devienne pas du folklore. On commémore chaque année, chaque 2 août, les génocostes. Mais en aval, ou bien à côté de cette démarche-là, il n'y a pas une autre démarche, soit diplomatique, pour que, parce que vous m'avez posé la question sur les agresseurs, qui sont-ils? Ils sont déjà connus. Tout récemment, les Nations Unies ont publié un rapport. Les rapports, on ne fait que publier. Mais vous connaissez déjà que l'armée rwandaise se trouve sur les territoires congolais. Vous, Nations Unies, qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui d'initier des actions judiciaires? La Cour pénale internationale, il y a tout un procureur à la Cour pénale internationale qui ne doit pas attendre que les infractions viennent vers elle, qui peut se lancer dans... Parce qu'il y a un procureur près la Cour pénale internationale. Son travail n'est pas seulement d'attendre que les États membres puissent venir dénoncer. La Cour pénale peut, dès sa propre initiative, amorcer des enquêtes sur ce qui s'est passé à l'est du pays. Parce que 12 millions de morts, c'est un crime atroce, un crime contre l'humanité. Il faut voir comment on tue des petits enfants. On arrive dans une école, on bombarde et puis on ramasse des cadavres. C'est déjà des crimes contre l'humanité qui sont des infractions ou des crimes auxquels la justice internationale s'attaque. À Kisangani, par exemple, pour appuyer il y a eu vous prenez directement la parole aussi. Entre le 5 pardon, dans moment, vous prenez également la parole, vous allez ajouter à ce que Théodore vient de dire. Mais est-ce qu'il faut que la justice soit faite et comment cela doit se faire? D'accord. Alors, j'ai dit tout à l'heure que pour parler de nombre de morts ou des atrocités subies par le Congolais, à Kisangani, par exemple, entre le 5 juin et le 10 juin, ce qu'on appelle la guerre de 6 jours, il y a eu entre 7 000 et 10 000 obus sur la ville. Et cette guerre concernait 2 armées étrangères qui se battaient sur le sol congolais. Et les lanceurs de ces obus sont connus. Et les victimes,
étaient principalement des civils. Plus de 1000 personnes qui ont été tuées au cours de ces affrontements. Ça, ce n'est que un exemple parmi 1000 des atrocités qu'ont subi le Congolais durant 30 ans. Et je voudrais également mettre un accent sur ce que viennent d'évoquer Patrick et Théodore, qu'il faut, au-delà du folklorique, au-delà de ce qui est beau, il faut un travail de fond puisse être fait sur les génocides, les génocosts. Je vous donne un exemple. La Russie vient de s'engager dans une guerre il y a quelques années contre l'Ukraine, mais vous savez que immédiatement, dès lors que la Russie s'est engagée dans cette guerre, on a réformé le programme pour enseigner cette guerre du point de vue du président ou de la classe dirigeante russe. Puisque la Russe dit c'est défendre contre une agression occidentale. C'est ce qui est enseigné aujourd'hui dans les écoles russes. Et nous, il n'y a pas ça. Nous, il faut attendre l'UNICEF. Il faut attendre l'UNICEF, il faut attendre l'UNESCO. Au-delà, j'en profite, au-delà d'introduire cela dans le système éducatif, au-delà de réformer le système éducatif pour introduire... Mais nous n'avons, je ne t'interromps pas, nous avons même aujourd'hui tout un ministère, la thématique a été changée, le ministère de l'Éducation nationale et l'initiation à la nouvelle citoyenneté. Donc là-dedans, on peut intégrer cette dynamique qu'évoque effectivement, puisqu'au-delà du génocoste, lorsque vous allez par exemple à Mwanda, c'est un territoire, un lieu où vous pouvez palper la réalité de l'esclavage. Mais, chers amis, lorsque vous allez là-bas, tout le site qui ont servi, par exemple, de point d'embarquement, de point de stockage, qu'on appelle le trou de stockage, la forêt Mvula où on gardait les esclaves avant de les embarquer, c'est devenu des champs où les individus viennent labourer. Et ça pourrait être des sites mémoriels visités. Effectivement. Et nos autorités qui savent que ce sont des sites à fort, qui ont un passé assez lourd, plutôt que d'investir dans ces sites, et ils investissent sur elles-mêmes, ils investissent en elles-mêmes en créant, en achetant des espaces tout autour pour se construire des maisons. Et ça, tout ça doit changer, puisque Cheikh Anta Diop, je vous l'ai déjà dit une fois ici, il dit que parmi les 3 éléments qui font que un peuple puisse quitter l'étape des populaces pour se sentir comme une population appartenant à une nation, il y a l'histoire. Il faut avoir une histoire commune. Et l'histoire doit être écrite et connue de tout le monde. Qui ne semble pas être faite aujourd'hui. Et aujourd'hui, excuse-moi, je profite pour dénoncer quelque chose. On a vu, parlant de l'histoire, on a vu des images publiées même officiellement, sur lesquelles on peut s'interroger si c'est vrai que dans notre pays, selon les différents régimes, il y a eu des bavures, il y a eu des bévues. Mais est-ce que tout cela est à mettre sur le compte du génocoste? On doit savoir aussi faire la part de choses. Ok? Il faut savoir traiter nos problèmes internes de manière à ce que nous puissions nous montrer cohérents face à l'autre. Et donc, la question de justice, elle est importante, on l'a dit tout à l'heure. Théodore l'a dit tout à l'heure. Aussi longtemps que nous ne sommes pas forts, aussi longtemps que nous n'en parlons pas assez, aussi longtemps que nous ne nous défendons pas assez, personne ne prendra notre cause. C'est à nous c'est à nous donc de multiplier le plainte partout c'est possible. C'est à nous de solliciter. Il y a par exemple la création. On peut créer un tribunal pénal international sur la RDC. Effectivement, on peut évoquer des choses comme ça pour que on doit en fait militer par tous les moyens pour que justice soit faite. Patrick Ilunga, on ne doit pas seulement célébrer. On ne doit pas seulement célébrer, mais il faut aussi que la justice soit faite. Non, mais je pense que c'est l'étape finale d'abord pour
arriver à rendre hommage à ceux qui sont partis, Tout à fait. il faut que ceux qui étaient peut-être instigateurs ou bien coupables soient punis, n'est-ce pas? Même s'il y aura un pardon, par exemple, pour les Congolais, je dis ça comme ça, les Congolais qui ont participé à ces massacres, mais il faut que l'histoire soit connue, il faut que justice soit rendue à ceux qui sont partis injustement. Moi, je pense que avant d'aller plus loin dans cet argumentaire, je pense aussi que le travail de la communication ne doit pas rester au niveau institutionnel seulement. Parce que nos enfants, nos femmes, nos sœurs, nos mamans n'ont pas forcément l'habitude de suivre et de retenir ce que la première ministre, ce que le président a dit forcément. Mais ils retiennent la chanson. Je pense qu'on peut utiliser des canaux comme des chansons, la culture, le sportif par exemple. Si aujourd'hui on organise un match ici avec les équipes populaires de Kinshasa ou de Lubumbashi ou Mais il y a du un Congo, signe que les joueurs font aujourd'hui là. c'est bien. Faut intensifier. Un seul signe, c'est des milliards de gens qui sont informés, qui sont sensibilisés. Voilà. Je pense que le côté aussi communication émotionnelle doit prendre les dessus. Par exemple, si on organise un match où Mazembe et V-Club, je cite les équipes comme ça, qui sont populaires, qui portent un maillot où on écrit « Je ne cause plus jamais ça ». Voilà. Ce jour-là, sur les 100 millions de Congolais, peut-être que 40 millions vont retenir. Peut-être. Et, Et vendre même le short Oui. un peu partout aussi. Et le côté émotionnel, vous voyez, on va prendre aussi l'exemple du Rwanda, parce que le Rwanda a communiqué efficacement, il faut le reconnaître. Au Rwanda... Fais pas sa publicité. Non. On peut s'inspirer de comment ils ont communiqué autour de ça pour que nous aussi, on fasse la même chose. Avec toute la Là-bas- ruse qui s'ensuit. Hein. Oui, mais là-bas, ils gardent même les squelettes de ceux qui sont partis. Voyez-vous? Dans une salle climatisée. Mais Patrick, ils gardent c'est déjà quand même un bon départ de constater aujourd'hui que chez nous, nous avons aujourd'hui un cimetière dénommé cimetière du Génécoste. Voilà. Oui. Donc c'est tout un milieu, ça devient aujourd'hui un milieu touristique. Vous pouvez y aller, vous incliner, vous déposer votre gemme de fleurs en mémoire de nos compatriotes qui sont tombés. La symbolique est très forte. Oui, je crois elle est que déjà très forte. je crois que le côté culturel doit prendre les dessus. Oui. Nous sommes le peuple qui veut s'habiller, mais pourquoi ne pas communiquer à travers les habits, par exemple? Il faut le faire. Moi, je pense que c'est important. La nation doit être sensibilisée. Il y a Et justice soit rendue. pour la question de la justice maintenant. Aujourd'hui, il y a de ces Congolais. Moi, en tout cas, vous allez me pardonner, vous allez m'excuser, avant de pointer du doigt les nations, bien les ennemis de l'extérieur, commençons d'abord à regarder sévèrement nos enfants, nos compatriotes qui ont fait couler le sang. Aujourd'hui, je ne peux pas citer, mais certains se pavanent, ils sont libres. Pourtant, ils sont peut-être, on va dire, instigateurs, bien auteurs de crimes de sang Oui. sur des civils, Ouais. n'est-ce pas? Ce travail-là doit être fait. C'est pas une question de sentiment, de régime politique. Non, c'est un travail de mémoire qui doit se faire. On ne doit pas attendre que la justice internationale, comme on dit, organise. Non, nous-mêmes, on doit aussi, on est capable, non? Oui. On doit organiser la justice, ne serait-ce que symboliquement, pour dire, moi j'insiste beaucoup sur... Ça ne sera pas la chasse aux sorcières là. Théodore Ngandou, il faut que le Congolais eux-mêmes se prennent en charge. Commencez même à faire la justice d'abord. Non, mais la justice au niveau interne déjà, il y a des avancées. Par rapport à cet aspect de la guerre de l'Est d'abord, tout récemment, il y a eu un groupe de militaires, des officiers militaires qui ont été condamnés à mort. Nous avons vu Nanga aussi. Et on a même levé le moratoire sur la peine de mort. C'est spécialement par rapport à la situation de l'Est. C'est pour cela que ce moratoire a été levé. Pourquoi? C'est pour décourager tous nos compatriotes qui oseraient
hein, qui oserait comploter avec nos agresseurs. La situation Nanga, vous le savez, c'est devant la justice militaire et bientôt l'arrêt, le verdict va être rendu. Ils seront peut-être condamnés selon les réquisitoires du procureur qui a même requis la peine de mort. Au niveau interne déjà, une certaine dynamique est déjà déclenchée. Théodore, C'est que nous voulons maintenant, si je peux vous couper. déjà, Vous avez... à la levée du moratoire sur la peine de mort, beaucoup ont crié, il y a ceux qui ont salué la démarche. Maintenant, il faut maintenant voir l'exécution de cette peine de mort. Moi, je pensais même que ça pouvait être une exécution publique. Mais pour décourager les autres qui Théodore, je peux aller dans cette logique-là de nous je me permets de vous couper un peu, vous avez la parole. Ouais. Mais est-ce que c'est conduit vraiment avec la rigueur et la justice qu'il faut? Parce qu'il y a des acteurs politiques qui avaient été cités. Mais maintenant, on ne les cite plus. Alors, c'était de la blague ou pas? Non, c'est important. Oui. Il y a des gens qui meurent. Alors, ceux qui avaient été cités, c'était de la blague. Pourquoi on ne les cite plus aujourd'hui? Je pense que si une justice se conduit sous le prisme de la politique, on va se fourvoyer. Moi, je pense que c'est important de conduire... La justice doit garder son indépendance. Bien sûr. Commencer, c'est déjà une bonne chose, mais il faut ajouter cette dose que Patrick vient d'évoquer. Parce que quand nous y allons aussi avec trop de complaisance, même eux-mêmes, les agresseurs ou nos compatriotes qui complotent avec eux, comprendront facilement que notre justice, par preuve, je vis Nanga tweeter ou réagir pour dire bon, je ne crois pas. Tu vois un peu, ils parlent là avec dédain, ils minimisent. Mais si on constate que réellement la justice a sévi, on cite des individus impliqués dans les tueries à l'est du pays. Les procureurs se saisissent. Ne fût-ce que d'abord leur envoyer des invitations et les entendre d'abord. Les auditionner, ça découragerait les autres qui oseraient même le faire. Mais si vous ne parvenez pas à commencer une première démarche de les auditionner, et directement, on allume la flamme politique pour dire non, voilà, celui-là est protégé, celui-ci, tout ça. Bon, il ne faut pas aller dans ce sens-là. Alors, Théodore Ngandou, vous gardez toujours la parole. On va aborder le deuxième point qui est consacré à l'élection du bureau définitif du Sénat. Il n'y a pas toujours élection, l'élection est reportée d'après le communiqué du bureau provisoire. L'élection est reportée à une date ultérieure. Pourquoi? On parle de l'absence du consensus au niveau de familles politiques qui constituent la méga plateforme politique Union Sacrée pour la Nation. Théodore Ngandou, pourquoi il y a absence de consensus? Bon, vous savez, nous en tant que journalistes, quand on observe souvent la scène politique congolaise, la politique de notre pays, on constate souvent que c'est à des moments pareils, des moments de partage de responsabilités, partage de postes, qu'il y a souvent des ambitions exprimées, qu'il y a souvent des tensions, des mésententes, par moments manque de consensus. Mais au finish, il y a toujours une voix qui se dégage, une fumée blanche qui sort par-ci, par-là. Nous l'avons constaté même avec le bureau, la mise en place du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Il y a eu des tractations, il y a eu des tensions, et jusqu'au point où le président de la République, vous savez, la Constitution lui consacre, lui donne cette mission ou ses pouvoirs d'être le garant du bon fonctionnement des institutions. Quand il y a un blocage au sein des institutions, on constate que les animateurs des institutions ne sont pas parvenus à un consensus. Au bout du tunnel, ou par-dessus tout, le chef de l'État intervient toujours pour départager les uns et les autres. Vous savez que la voix du chef de l'État est beaucoup plus suivie par les uns et les autres. C'est là-bas aussi de la sagesse. Ce n'est pas pour rien, on dit, quand il finit d'exercer ses fonctions du président de la République, il devient sénateur à vie. Parce que le Sénat aujourd'hui, c'est ce que beaucoup de gens ignorent. Le Sénat, Patrick le sait, il a couvert à un moment donné les activités parlementaires. Le Sénat est appelé la chambre de sages. Bon, la chambre de sages doit refléter aujourd'hui la vraie image de sage. On constate que le sage doit se surpasser
montrer à la face du monde leur capacité Apparemment, ils se de surpassent mettre pas, de là. côté leurs égos et de parler le même langage. La pomme du discours d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est ce partage-là. Dire, parce qu'il y a deux camps politiques au niveau du Sénat aujourd'hui. Il y a l'opposition politique et la majorité au pouvoir, les sénateurs de la majorité et les sénateurs de l'opposition. À l'opposition, peut-être il n'y aura pas assez de problème, ils vont se réunir, ils vont dégager, parce qu'ils ne sont pas nombreux, les sénateurs de l'opposition ne sont pas nombreux. En Ils tout, cas, peuvent s'entendre. en tout cas, la première force de l'opposition qui est ensemble a déjà trouvé, Voilà, a déjà jeté ça son ne vote posera pas sur problème. un candidat. Mais la grande difficulté, c'est avec l'union sacrée. À l'union sacrée, c'est toute une panoplie des regroupements, partis politiques qui ont déclaré leur appartenance à l'union sacrée. Trouver un consensus au sein de l'union sacrée a toujours été un peu difficile, mais au finish, le chef de l'État intervient. Mais pour le cas du Sénat, par exemple, nous avons suivi tous, vous êtes des journalistes, nous tous en tant que journalistes. Pour le cas du Sénat, nous avons observé à la face du monde, nous avons observé à travers le pays, à travers les réseaux sociaux, à travers les médias, des tickets qui ont circulé dans les réseaux sociaux. Et dans la plupart des tickets, au niveau de la présidence, le nom qui revient plusieurs fois, c'est le nom de l'ancien Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, qui semble déjà faire, qui fait déjà l'unanimité au sein, qui ferait déjà l'unanimité au sein de l'union sacrée. Et pour briguer le poste Pour briguer le poste du président de la République. Et on en veut pour président président du du Sénat. Sénat. Excusez-moi. Pour briguer le poste du président du Sénat. Et on en veut pour preuve la sortie médiatique de l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Dani Banza, qui a dit haut et fort que le chef de l'État, lors de son dernier passage à Lubumbashi, dans le Grand Katanga, il a promis aux notables katangais du Grand Katanga que le poste du président du Sénat revient à un fils du terroir, un fils du Katanga, à la personne de Puisqu'il en a le profil. à la personne de Samuel Condé. Je pense à mon humble avis que le chef de l'État, en promettant aux notables de l'espace Grand Katanga le poste du Sénat, pointant à la personne de Samuel Condé, le chef de l'État avait réuni tous les éléments nécessaires sur Samuel Condé. Il a compris qu'il en avait le profil. Peut-être une fois au meeting lors de la campagne électorale, il a dit aussi publiquement, nous l'avons vu, le chef de l'État a dit: j'ai travaillé avec Samuel Condé comme Premier ministre, j'ai constaté que c'est un homme loyal. Je répète le chef de l'État. Ça, c'est moi en tant que journaliste, je répète ce que j'avais vu le chef de l'État dire à la place publique. Il dit que Samuel Condé a fait preuve de loyauté, sa probité morale, son intégrité. C'est un homme effacé et discret. Je ne le vois pas faire de problème au chef de l'État une fois élu président du Sénat. Ça, c'est à mon humble avis. D'accord. Parce que c'est déjà, Oui. semble-t-il, c'est déjà un choix du chef de l'État. Moi, je pense que pour ne pas tirer les choses en longueur au niveau du Sénat, qui est une chambre de sages, il est temps que les responsables, les sociétaires de l'Union sacrée se mettent autour d'une table et dégagent un consensus. Et si cela n'est pas le cas, que le chef de l'État lui-même, qu'il puisse maintenant user de son pouvoir, du garant de bon fonctionnement des institutions, pour convoquer toutes les parties prenantes, l'opposition tout comme la majorité, mais surtout beaucoup plus sa famille politique, qui est l'Union sacrée. Le chef de l'État a ces prérogatives-là, il a ces larges pouvoirs-là, de les appeler autour d'une table et de donner une voix à suivre. Parce que le chef de la majorité, sur le plan politique, et le chef de la majorité, nous l'avons constaté à l'époque de l'Ancien Régime, il fallait que Joseph Kabila, ancien chef d'État, donne un mot d'ordre au niveau de sa famille politique et tout le monde suive le mot d'ordre. Mais ici, d'accord, peut-être en démocrate, il laisse largement du temps aux sociétaires de l'Union sacrée de s'entendre, de mettre autour d'une table. Mais si ça commence à prendre du temps à la République, les gens attendent que le bureau définitif du Sénat soit mis en place. Mais on constate qu'il y a un blocage. Le chef de l'État peut user de son pouvoir discrétionnaire, son pouvoir de garant du bon fonctionnement des institutions, appeler tous les sociétaires de l'Union sacrée autour d'une table et dégager un consensus comme il l'avait fait à l'Assemblée nationale. Un jour, il a même dit qu'on intègre
2 délégués parmi les femmes, qu'on intègre une femme de la Grande Orientale. Et cette voie-là a été suivie, ça a été respecté à l'Assemblée nationale. Donc le chef de l'État a toute une clé. D'accord, Théodore, on va donner crise. la parole à Patrick Ilunga. Est-ce qu'il faut toujours attendre les chefs de l'État pour qu'un mot d'ordre soit donné? Alors, comme vient de le dire, vient de révéler Théodore Ngandou ici, les présidents avaient déjà fait une promesse aux notables du Grand Katanga que Samalou Kondé briguerait le poste du président du Sénat, et c'est là grâce à sa probité, à sa loyauté, qu'il a fait montre lorsqu'il était Premier ministre de la République démocratique du Congo. Non, moi je pense que le président Tshisekedi peut se revêtir de sa casquette aussi de chef de la majorité pour siffler la fin de la récréation finalement, parce que on a l'habitude, la mauvaise habitude de voir les politiciens s'entre-déchirer, choc des ambitions. Pendant ce temps, le pays fait face à beaucoup d'urgences, n'est-ce pas? Ça a pris beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Vous pouvez pas s'imaginer que... il faut rappeler que les élections générales... Et là, c'est l'argent aussi qui... Oui, oui. Les élections générales, bien que les élections des sénateurs, c'est tout récemment, mais les élections générales ont été tenues il y a 8 mois. Donc, c'est du temps perdu pour la République. Parce que, regardez, pendant ce temps, on s'est permis de voir même le bureau provisoire. Le bureau provisoire, 2 respectables messieurs, et c'est un peu de s'entre-déchirer comme ça. Ouais, donc, je pense que ce n'est pas un... La guerre de poste. Oui, c'est un mauvais spectacle. Il est temps pour que le président de la République, moi je préfère ici le désigner en tant que chef de la majorité, siffle la fin de la récréation là-bas pour que les choses se passent et que, moi j'espère que la rentrée parlementaire va se faire avec le bureau définitif, ouais. J'espère. Donc, moi ça remet justement sur la table le fait de débattre autour même de la nécessité d'avoir un Sénat. Parce que on peut se dire que oui, on a un Parlement bicaméral, mais il y a des pays qui ont dit d'abord que le Sénat n'est pas très, on va dire, la représentativité populaire. C'est pas les citoyens lambda ou bien les citoyens, c'est pas élection au suffrage universel, c'est pas les citoyens qui élisent les sénateurs. Donc ça, c'est un débat. Mais c'est peut-être une autre paire de manches. Là, nous parlons maintenant d'installer le bureau définitif pour que les lois qui sont peut-être controversées là-bas soient contrebalancées à l'autre chambre. Tout à fait. C'est important pour le pays. Et donc, je pense que si le président de la République avait déjà désigné l'ancien Premier ministre, les autres doivent s'aligner. Ça donne l'impression, justement, que le président n'est pas assez maître de sa majorité. C'est l'impression que ça donne. Et c'est pas bien, c'est un mauvais spectacle. Donc, au-delà du fait qu'on va discuter, est-ce que c'est nécessaire d'avoir un Sénat, tout ça, mais pour l'instant, pour cette législature, il y a un Sénat il y a des sénateurs qui sont votés, il y a un Sénat avec un bureau provisoire, il faut un bureau définitif pour que les choses marchent très très vite. Dans mon mat, il faut maintenant un bureau définitif. Ça fait déjà 8 mois depuis que les élections générales ont été organisées en République démocratique du Congo. Les députés provinciaux qui, à leur tour, ont élu les sénateurs. Un bureau provisoire a été mis en place et ces bureaux devraient organiser les élections pour l'installation du bureau définitif. Mais ça traîne pour cause l'absence du consensus. Il est temps aujourd'hui que le bureau soit installé. Oui, il est temps, mais pour comprendre la situation, je crois qu'il faut se rappeler que, avant tout, l'Union sacrée, c'est en fait une somme de regroupements, de partis politiques aux intérêts totalement divergents. Et malheureusement, on sait la gloutonnerie du politique congolais. Et malheureusement, pire dans cette situation est que, tout à l'heure Patrick l'a évoqué, et c'est surtout, il faut mettre l'accent là-dessus,
le parti propre au chef de l'État qui, de temps à autre, donne l'impression que le chef n'a pas les derniers mots. Vous allez constater que il n'y a pas plus tard que la semaine passée, il y a eu un rappel de troupes au niveau de l'UDPS. Ils se sont arrangés. Il y a un malaise aussi. Ils se sont arrangés à leur niveau pour réclamer 3 postes, je crois, au niveau du bureau du Sénat qui n'en compte que 7. Et il y a, même si ça ne se dit pas, parmi eux, des gens un peu plus prétentieux qui se disent « Nous sommes majoritaires, pourquoi devrions-nous laisser la présidence du Sénat à quelqu'un d'autre comme on l'a fait au niveau de l'Assemblée nationale ?» Pourtant, il y a une autre chose qu'il faut prendre en compte dans la répartition de postes. Tout à l'heure, on a parlé du Génocost. Au-delà de l'intérêt ou au-delà de l'aspect économique du Génocost, il y a aussi cet aspect de balkanisation qui est en jeu. Le sage d'autrefois, ayant vu cela, il s'était dit, pour qu'il y ait cohésion au sein de notre pays, pour éviter à ce que nous puissions arriver à nous entretuer entre nous et permettre la balkanisation, il faut à chaque fois diriger en tenant compte de la géopolitique. Et aujourd'hui, tout naturellement, la présidence est au centre, la primature est à l'ouest, l'Assemblée nationale est à l'est, et donc le Sud peut bénéficier du Sénat. Peut bénéficier tout naturellement du Sénat. Et là, nous sommes dans le Katanga. Et c'est le nom de Samalou Kondé qui est déjà plus cité là. Ben, c'est le nom qui est cité depuis plusieurs mois déjà. Et Théodore est revenu largement là-dessus. Mais moi, je voulais surtout mettre l'accent sur déjà la géopolitique. Il faut en tenir compte. Et pour le poste tel que celui du président du Sénat, mais il faut quand même quelqu'un dont on sait qu'il a la capacité de mieux gérer. Voyez-vous, c'est un poste de très grande responsabilité. Ok? Lorsque vous regardez les gens qui ont été avant Bahati à ces postes-là, ce sont des gens, pas tous bien entendu, mais certains, ce sont des gens qui sont revêtus de plusieurs qualités et qui ont fait preuve dans la gestion de la chose publique. Et donc, pour moi, plutôt que de dire au chef de l'État que c'est à lui maintenant de siffler la fin de la récréation, moi je crois que ça doit d'abord commencer au niveau de son parti politique, au niveau de l'UDPS. C'est déjà à ce niveau-là que les gens doivent rentrer dans l'ordre. Malheureusement, ils sont en train de passer une crise qui n'arrange pas du tout la situation, puisque même si les chefs, même si il semble avoir apaisement, les derniers incidents autour des GLM est venu nous révéler que la fracture n'a pas été soudée, elle continue d'exister. Il y a eu deux communiqués autour de ça. Et donc, il revient d'abord qu'il y ait autodiscipline au sein de l'UDPS et puis calmer les ardeurs des autres pour parler à même voilà, langage. on s'achemine vers la fin de cette émission. Une toute dernière question. J'ai entendu dans mon mat relever un point aussi, un aspect aussi très important, c'est lié aux capacités de celui qui pourrait prendre la commande du sénateur d'Angandou, Samalou Kondé, qui est son nom il est plus cité, le président l'a cité. Est-ce qu'on peut aujourd'hui considérer que au-delà de sa loyauté, de son intégrité, il y a ces capacités-là? Bon, vous savez, on a quelques secondes. Hein, en tant que journaliste, nous constatons ces derniers temps
différentes révélations sur le cas de détournement des deniers publics à travers le territoire national, à travers les institutions du pays, les entreprises publiques. Vous apprenez tel aussitôt nommé, il y a eu détournement, et ce ne sont que des millions qui sont détournés. Du jour au lendemain, on détourne des millions. Mais vous et moi, nous avons constaté, l'ancien Premier ministre, quand il était à la primature, il était au gouvernement, à la tête du gouvernement, et même quand il est parti, à son entrée, 30 jours après, il se rend à la Cour constitutionnelle, il fait la déclaration de son patrimoine, et dans les 30 jours qui ont suivi sa sortie du gouvernement, il fait encore la déclaration de son patrimoine. Ça a été publié dans la presse, nous avons tous vu, nous avons suivi ça. Ça montre à la face du monde son sens de transparence, peut-être, le sens de transparence dans la gestion de la chose publique. Je suis entré, j'avais ça. Voilà, quand je ressors, ce que j'ai obtenu ou ce que j'ai. Et c'est transparent, c'est vérifiable. Et quand quelqu'un fait cette déclaration à la Cour constitutionnelle, c'est pour permettre aux juges de faire des enquêtes, de vérifier et de se rendre compte. Le Sénat aujourd'hui a besoin d'une personnalité de haute facture qui peut juguler cette crise de détournement des deniers publics qui devient, autrefois vous l'avez dit ici, c'est devenu une maladie congénitale. Une maladie congénitale au pays, les détournements des deniers publics. Et vous trouvez un seul individu peut vous détourner 10 millions, ou 5 millions, 20 millions, 100 millions. Mais quand vous avez quand même quelqu'un qui, depuis qu'on l'a connu, à mon humble avis, on ne l'a pas encore vu être cité dans le cas des détournements, soit par les enquêtes de l'IGF ou par les enquêtes de la Cour des comptes, je pense que de telles personnalités, s'il y en a beaucoup au pays, il faut les encourager à continuer à servir la République. Patrick Ilunga, la présidence du Sénat mérite un homme probe, un homme intègre, un homme pétri de transparence, comme on vient de citer Samalou Kodé. Oui, je crois que Théodore Ngandoula si bien dit, mais moi je vais pas revenir sur ce qu'il a dit, je vais peut-être insister sur le tempérament des dirigeants, surtout pour une chambre considérée comme chambre des sages. Il faut quelqu'un de suffisamment calme, comme dirait Nicolas Sarkozy, pour gérer, parce on connaît un peu les ardeurs, et ça, nous saluons et nous aimons les députés, la chambre basse, tout ça. Il faut que la chambre basse soit, on va dire... La chambre haute. La chambre haute. Oui, la chambre basse, c'est l'Assemblée nationale. Oui. Il faut que la chambre haute soit animée par des personnalités qui peuvent, on va dire, avoir un tempérament, parce que n'oublions pas, c'est le dauphin constitutionnel, le président de la République, donc ils doivent avoir une certaine froideur dans la façon de faire, et voilà. Dans mon matin, on boucle avec vous. À la tête du Sénat, quelle personnalité peut-on avoir, et avec quelles compétences, quelle qualité ou quel profil en résumé? Ok, on a évoqué un peu ça en passant. Il y a d'autres têtes. Faut-il rappeler qu'ici, il ne s'est pas encore prononcé. Non, il y a d'autres têtes. Oui, c'est juste pour... Il n'y a rien d'officiel. C'est juste pour rappeler à ceux qui nous suivent que voilà, jusque-là... c'est ce qui s'est dit dans l'opinion. Oui, c'est ce qui s'est dit dans l'opinion, dans les salons, mais officiellement, il n'y a pas encore une quelconque déclaration de Sama personnellement ou de son regroupement politique pour lui porter à la tête du Sénat. Ici, on a évoqué certaines qualités, puisque c'est quelqu'un qui, comme on parle de lui, donc on a essayé, en partant de lui, d'évoquer certaines qualités que l'on voudrait bien retrouver dans les chefs futurs présidents du Sénat. Dans les futurs présidents du Sénat, puisque tout à l'heure, Patrick parlait de la tempérance, du tempérament, de la loyauté, puisqu'il faut quelqu'un qui sait analyser les choses avec un peu de froideur. Okay? Puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, à la chambre basse, on est un peu chaud. C'est bouillant là. Oui, c'est bouillant. Il faut, quand les choses arrivent au niveau de l'Assemblée, du Sénat plutôt, quelqu'un qui sait les analyser avec froideur, bien que c'est l'ensemble des sénateurs.
il faut, je l'ai dit, quelqu'un qui soit loyal. Ouais. On peut juger pas qui est loyal à tout le monde. Ça, c'est dangereux. On ne peut pas être loyal à Kabila, on est loyal à Tshisekedi, on est loyal à Mobutu. Ça pose... Loyal à la République. Oui, ça pose un doit problème. être loyal Oui, à la République. il faut des À gens la patrie, oui. Oui, il faut quelqu'un qui est loyal à la patrie, Ouais. qui est loyal à la nation congolaise. Ok. Au-delà de la loyauté, je crois qu'il faut quelqu'un qui n'a jamais été cité dans les cas de détournement des deniers publics. C'est très important. C'est vraiment très important. Il faut que ce soit quelqu'un, on dit que la société congolaise est en manque des modèles, mais je crois que parmi nos politiciens, il y a quand même de ceux-là sur qui nous pouvons nous appuyer comme modèle. Donc il faut quand même quelqu'un qui incarne, qu'on peut considérer comme un exemple à suivre. Donc il faut arriver à réunir tout ça dans un homme. C'est pas facile, mais je crois que parmi nos sénateurs, on retrouve des gens qui ont certaines de ces vertus-là et qui peuvent les peaufiner, en étant au perchoir. Voilà, merci Don Momat, merci Patrick Ilunga, merci Théodore Ngandou pour vos analyses sur ces deux sujets que nous avons abordés aujourd'hui, l'élection du bureau définitif du Sénat, la Chambre haute du Parlement, et la commémoration du génocide congolais pour les gains économiques Génocost. Une grande cérémonie a été lancée ce vendredi 2 août par la première ministre Judith Suminwa, représentant le président de la République. J'ai dit infiniment merci aussi à l'équipe technique qui nous a accompagnés. John Ngandou, merci, Giscard Ntamba, Stani Samba, et aussi Béni Ifombo. À vous, fidèles téléspectateurs, merci pour votre aimable attention. Restez branchés sur le programme de Géopolis TV. Nous allons vous revenir très prochainement, toujours à la même heure, le même jour aussi, avec d'autres sujets intéressants. Merci.